ONU, Zénon Mokongo démasque Kigali et ses contradictions. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même le MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on de discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, chers auditeurs d'Africa Flashes. Dans cette édition, nous allons plonger au cœur d'une confrontation diplomatique qui a secoué le Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur congolais Zénon Mokongo y a livré un discours percutant, démantelant point par point les justifications du Rwanda sur la guerre dans l'est du Congo. De la question des FDLR à la démocratie inexistante au Rwanda, en passant par l'appétit insatiable pour les minerais congolais, Mokongo a frappé fort, obligeant chacun à regarder la vérité en face. Que cache réellement Kigali derrière ces discours? Pourquoi la communauté internationale ferme-t-elle les yeux? Et surtout, que signifie cette prise de parole pour l'avenir de la RDC et de la région? Préparez-vous pour une analyse approfondie, riche en contexte historique, politique et géopolitique, qui vous emmènera bien au-delà des apparences.
Chers auditeurs d'Africa Flashes, soyez les bienvenus pour cette nouvelle analyse où nous allons décortiquer avec minutie le discours de l'ambassadeur Zénon Mokongo au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un discours qui a résonné comme un coup de tonnerre tant il a mis à nu les contradictions du Rwanda et révélé au grand jour les véritables enjeux de la guerre qui ensanglantent l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce récit, nous ne nous contenterons pas de rapporter les propos de Mokongo. Nous allons les situer dans une perspective historique, les mettre en parallèle avec les réalités politiques du Rwanda, analyser le rôle des FDLR et surtout démontrer comment les minerais congolais constituent la clé de voûte de cette tragédie. Dès les premières phrases, Mokongo a posé une question qui transperce toute rhétorique diplomatique. Que vaut un discours de haine face au massacre des Congolais? Depuis 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre d'atrocités répétées. Les rapports de l'ONU ont documenté des massacres de civils, des viols systématiques, des déplacements massifs de population. Pourtant, dans les enceintes diplomatiques, certains persistent à réduire cette tragédie à une querelle autour des FDLR, ce groupe armé issu des débris du génocide rwandais de 1994. En mettant en balance la souffrance des Congolais et les arguments sécuritaires du Rwanda, Mokongo a frappé au cœur du problème. Aucune justification ne peut effacer les milliers de vies fauchées, ni les millions de déplacés qui survivent dans des conditions inhumaines, dans des camps improvisés. Ce rappel est d'autant plus pertinent que Kigali s'abrite constamment derrière la menace des FDLR pour justifier ses incursions militaires au Congo. Mais Mokongo a eu le courage de rappeler une vérité simple, souvent ignorée. Les FDLR sont des Rwandais. Ils ne sont pas Congolais, et leur histoire est intimement liée aux déchirures internes du Rwanda. Après le génocide de 1994, des éléments de l'ex-armée rwandaise et des milices Interahamwe se sont réfugiés dans l'est du Congo. Devenus, au fil des ans, un groupe armé marginalisé, affaibli par les offensives répétées, ils n'ont plus aujourd'hui ni la capacité ni la cohésion pour représenter une menace existentielle pour Kigali. En revanche, leur simple existence sert de prétexte idéal au Rwanda pour intervenir sans cesse sur le sol congolais. Mokongo, en ramenant cette réalité au devant de la scène, a démasqué une hypocrisie vieille de 20 ans. Si le Rwanda a réellement un problème avec les FDLR, alors qu'il organise un dialogue inter-rwandais, qu'il affronte ses propres contradictions au lieu de transformer le Congo en champ de bataille. Cette proposition de dialogue inter-rwandais ouvre d'ailleurs un chapitre essentiel de notre analyse. Car le Rwanda, sous Paul Kagame, a toujours refusé de traiter ses opposants comme des interlocuteurs légitimes. Le régime préfère l'exil, la prison ou l'assassinat. Victoire Ingabire, figure de l'opposition, a passé 8 ans derrière les barreaux. Diane Rwigara, qui avait eu l'audace de se présenter contre Kagame aux élections, a vu sa candidature annulée, sa famille harcelée et elle-même emprisonnée. D'autres opposants, comme Patrick Karegeya, ancien chef des renseignements, ont été retrouvés morts à l'étranger, victimes de ce que beaucoup attribuent à des opérations commanditées par Kigali. En rappelant que tous les opposants politiques rwandais sont en exil, Mokongo a mis le doigt sur une plaie béante. La démocratie au Rwanda est un mythe soigneusement entretenu pour séduire les bailleurs internationaux. Le pays brille par ses infrastructures modernes, ses rues propres et sa discipline sociale. Mais derrière cette vitrine se cache un État policier, où la peur muselle la parole. Cet argument a une résonance particulière à l'ONU, car il renverse le discours dominant. Depuis des années, le Rwanda se présente
comme un modèle de stabilité et de bonne gouvernance en Afrique. Des chefs d'État occidentaux louent Kagame comme un dirigeant visionnaire. Mais à quoi sert la stabilité si elle repose sur le silence imposé, la répression et la négation du pluralisme politique? En rappelant cette vérité, Mokongo a ôté le vernis de modernité derrière lequel Kigali cache son autoritarisme. Cependant, c'est dans sa conclusion que le diplomate congolais a porté le coup de grâce. La vraie cause de la guerre dans l'est de la RDC n'est pas la présence des FDLR, mais bien l'appétit insatiable pour les minerais congolais. Voilà le nœud gordien de toute cette tragédie. Depuis l'époque coloniale, le Congo est vu comme un coffre au trésor. L'uranium de Shinkolobwe a servi à fabriquer la bombe atomique d'Hiroshima. Le cuivre de Katanga, l'or de Kivu, le coltan du Nord Kivu alimentent depuis des décennies les industries mondiales. Avec l'essor des technologies, la demande pour le cobalt et le coltan, indispensables aux batteries et aux téléphones, a explosé. Et le Rwanda, pays sans ressources significatives, est devenu, comme par magie, l'un des plus grands exportateurs de ces minerais. Les statistiques internationales montrent que Kigali exporte bien plus de coltan qu'il n'en produit. D'où viennent donc ces minerais? La réponse est évidente. Ils sont extraits du sol congolais, souvent par des mineurs artisanaux, travaillant dans des conditions proches de l'esclavage, puis acheminés clandestinement à travers la frontière, avant d'être blanchis dans les circuits commerciaux officiels du Rwanda. Mokongo, en mettant ce fait en lumière, a rappelé ce que de nombreux rapports de l'ONU ont déjà documenté, mais que les grandes puissances préfèrent ignorer. La guerre dans l'est du Congo est avant tout une guerre économique. Les groupes armés, qu'ils soient congolais, rwandais ou ougandais, ne sont que les maillons d'une chaîne dont l'objectif final est de s'emparer des richesses minières. Et derrière ces chaînes locales se cachent des multinationales, des comptoirs miniers et même des États, tous avides de sécuriser leur approvisionnement. Ce discours de Mokongo a donc une portée qui dépasse le cadre congolais. Il met en accusation la complicité internationale. Car pourquoi, malgré les preuves accumulées depuis 20 ans, aucune sanction sérieuse n'a-t-elle été imposée au Rwanda? Pourquoi les grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité continuent-elles de fermer les yeux? La réponse est cynique, parce que ce pillage sert leurs intérêts économiques. Les minerais congolais transitant par Kigali arrivent ensuite dans les circuits mondiaux, alimentant les chaînes de production des géants de l'électronique, de l'automobile et de la défense. Autrement dit, dénoncer Kigali, c'est aussi dénoncer une partie du système économique mondial. Et c'est ce mur de silence que Mokongo a tenté de fissurer. Mais au-delà de la dénonciation, cette intervention pose une question centrale. Que doit faire le Congo? Car s'il est crucial de mettre le Rwanda face à ces contradictions, il est tout aussi essentiel que la RDC renforce sa propre gouvernance. Les faiblesses de l'État congolais, la corruption endémique, la fragilité de son armée et l'incapacité à protéger ses populations alimentent ce cycle infernal. Mokongo a ouvert une brèche diplomatique, mais elle ne pourra être exploitée que si Kinshasa se dote d'une vision claire, d'une armée restructurée et d'une diplomatie offensive. Sans cela, les discours, aussi brillants soient-ils, risquent de s'évaporer dans le brouillard des couloirs onusiens. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, ce que nous avons assisté à l'ONU n'était pas une simple passe d'armes verbales. C'était un moment de vérité. Mokongo a fait ce que trop peu de diplomates africains osent faire. Il a parlé sans détour, il a démasqué les hypocrisies et il a placé la souffrance des Congolais au centre du débat. Il ne s'agissait pas seulement d'une critique contre Kigali, mais d'un acte de résistance au système d'exploitation qui saigne le Congo
depuis plus d'un siècle. En écoutant ce discours, on ne peut s'empêcher de penser aux millions de Congolais déplacés, aux enfants travaillant dans les mines de coltan, aux femmes victimes de violences sexuelles et à tous ceux qui paient le prix du silence international. Mokongo a porté leur voix dans l'arène mondiale. Mais cette voix doit être relayée, amplifiée, transformée en action politique. Car tant que la vérité restera prisonnière des discours, la guerre continuera. Ainsi, en revisitant chaque point soulevé par Mokongo, nous comprenons que la paix dans l'Est de la RDC ne viendra ni des négociations stériles, ni des justifications sécuritaires du Rwanda. Elle viendra de la fin du pillage, de la responsabilisation des élites congolaises et de la pression internationale sur Kigali et ses complices. Voilà le sens profond de ce moment historique. Chers auditeurs d'Africa Flashes, retenons ceci. Le discours de Zénon Mokongo n'était pas seulement une attaque contre le Rwanda, c'était un appel à l'éveil des consciences, un rappel que la dignité des Congolais n'est pas négociable et que la vérité, même lorsqu'elle dérange, doit être dite haut et fort. Puissions-nous, à travers cette analyse, prolonger ce cri de vérité et contribuer, à notre échelle, à la lutte pour un Congo libre, souverain et respecté. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour les minerais stratégiques et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité
et la communauté internationale ne saurait demeurer indifférent devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Fin des citations. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Monsieur le Président, je voudrais encore faire mien le récent propos du Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour préciser que l'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale, indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la MONUSCO, la position de mon pays a déjà été exprimée maintes fois ici. Mon gouvernement est en plus favorable à l'option d'un rôle opérationnel à conférer à la MONUSCO en matière de vérification d'un éventuel cessez-le-feu et de soutien à la mise en œuvre des accords de paix. Nous voulons insister sur la nécessité
pour le Conseil de sécurité de renforcer diplomatiquement, militairement ainsi que financièrement la MONUSCO pour l'accomplissement de son mandat qui sera bientôt renouvelé. Nous en appelons au Conseil de prendre des décisions pour contraindre le Rwanda et son supplétif du M23-FC de ne pas entraver les libertés de mouvement de la force de paix de la MONUSCO. Une telle posture est indigne d'un pays qui prétend porter le manteau de contributeur de troupes au système des Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi avant de clôturer mon propos de réitérer les demandes formulées par mon pays au Conseil pour faire avancer l'agenda vers la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère à l'est de la RDC. Premièrement, que le Conseil puisse veiller sans atermoiement à la stricte application de l'accord du 27 juin 2025 signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désormais indissociable de la mise en œuvre intégrale sans faille des dispositions de la résolution 2773-2025. Deuxièmement, qu'il renforce sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. Troisièmement, qu'il soutienne sans délai la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A-HRC-RES-S-37-1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie. Madame la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, pour ses remarques lucides et précises, et je renouvelle le soutien de la France à son action ainsi qu'à l'action de la MONUSCO. Comme cela a été relevé, la situation sur le terrain connaît une dégradation continue en dépit des accords conclus grâce à des processus diplomatiques que nous saluons et que nous appuyons. Les attaques de groupes armés contre les civils se poursuivent, ainsi que les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Quelques chiffres en témoignent de l'urgence de la situation humanitaire et des droits de l'homme. 7 millions de déplacés internes, 1 200 000 réfugiés dans les pays voisins, 28 millions de personnes souffrant de malnutrition, dont 5 millions d'enfants, une augmentation, selon les autorités congolaises, de 16% des violences sexuelles au premier semestre de 2025 pour un tiers des filles de moins de 16 ans, et plus généralement, Madame Keïta le rappelait, des violations massives et systématiques des droits de l'homme. Cela ne doit pas être source de résignation, mais bien à l'inverse d'une mobilisation renouvelée de ce Conseil en soutien aux efforts de paix. La France salue une nouvelle fois l'implication des États-Unis, du Qatar, du Togo, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, ainsi que de leurs facilitateurs. J'insisterai aujourd'hui sur 3 points. Premièrement, la conclusion d'un cessez-le-feu inconditionnel, effectif et vérifiable est la priorité. La MONUSCO a vocation à jouer un rôle opérationnel dans la vérification d'un tel cessez-le-feu et dans l'appui à la mise en œuvre des accords de paix. Elle est la seule force internationale déjà présente sur place et disposant des capacités et de l'expertise requises. Ce rôle est esquissé à la fois par la résolution 2773 de ce Conseil, l'accord de paix de Washington et la déclaration de principe de Doha. Deuxièmement, la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 de ce Conseil demeure une obligation qui s'impose à tous les acteurs. Cette résolution souligne les paramètres principaux de la résolution du conflit. Le retrait des forces rwandaises de défense du territoire congolais, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, l'arrêt du soutien aux groupes armés, y compris celles des forces rwandaises de défense au M23. La France encourage les parties à honorer de bonne foi leurs engagements et à permettre des progrès concrets dans leur mise en œuvre. Nous soutenons également la poursuite des échanges entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha en vue d'un accord global de paix qui soit conforme à l'objectif de restauration de l'autorité étatique de la RDC. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale congolaise est non négociable. La poursuite de l'expansion territoriale du M23 ainsi que la mise en place d'administrations parallèles illégales doivent cesser immédiatement. Troisièmement, la France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils, avec les ressources nécessaires à l'accomplissement de ce mandat. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO en décembre sera une étape importante.
Nous appelons le secrétaire général à inclure dans son prochain rapport trimestriel des recommandations sur la mise en œuvre du mandat, compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain et sur tout ajustement nécessaire aux fins d'assurer la performance de la mission. Nous saluons enfin les progrès relevés par Mme Keïta s'agissant du dialogue national et la contribution qu'y apporte la société civile et les églises. Nous soutenons le rôle de bons offices de la MONUSCO à cet égard. Monsieur le Président, pour conclure, je le répète, la complexité de la situation ne doit pas nous dissuader, mais au contraire renforcer notre engagement. Il y a urgence à trouver une réponse au conflit et à rendre espoir aux populations civiles de la région. C'est pourquoi la France réunira le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Comme l'a indiqué le Président de la République Emmanuel Macron devant l'Assemblée générale, nous n'avons pas le droit de nous décourager.